Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous vous êtes bien réveillés ce matin pour nous retrouver sur la matinale. Vous le savez, nous parlons de la liberté de la presse depuis ce 3 mai. Et aujourd'hui, nous poursuivons donc nos échanges sur cette liberté de la presse, mais en rapport avec le numérique aujourd'hui qui s'impose à notre profession. Comment est-ce qu'il faut donc s'y adapter? Quels sont les impacts, les limites de cette numérique donc pour le journaliste, pour les médias? Nous allons en parler avec nos invités. Et si vous avez envie de réagir, de nous appeler pour nous donner vos avis, vos apports, c'est sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111, ou encore vous pouvez nous joindre via WhatsApp, nous laisser vos messages sur le numéro qui va s'afficher en bas de vos écrans. Alors, pour l'instant, je suis avec Alila Toudraman. Bonjour. Bonjour Brunel, chers amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Eh bien, également, en dehors de vous, nous avons Fréjus Satinoglo. Bonjour. Oui, bonjour madame et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Vous allez bien? Je vais très bien. Liberté de presse. Il est important que nous puissions nous entendre sur la compréhension même de cette expression. Quand on parle de liberté de presse, il s'agit de quoi en réalité, Alilat? Oui, la liberté de la presse fait appel à la liberté d'expression, qui est la liberté de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'on pense, de dire ses opinions. La liberté de la presse également fait appel à la liberté du journaliste d'exercer librement, si vous permettez la tautologie, son métier, c'est-à-dire la recherche de l'information, que l'information lui soit accessible, qu'il puisse vérifier l'exactitude de l'information, dans la diffusion, qu'il soit libre de pouvoir servir l'information aux citoyens comme il l'a eu. Donc la liberté de la presse, c'est ça. Très bien. Fréjus? Oui, je pense que la liberté de la presse, comme l'a dit madame Lalila, c'est également la liberté d'expression. Et lorsqu'on parle de liberté d'expression dans un État qui se fait démocratique, c'est que le journaliste doit être libre de faire son travail en toute impartialité, sans contrainte et sans voie de crainte. Parce que la liberté de la presse contribue à la consolidation de la démocratie. Une démocratie solide fait la promotion de la liberté de la presse. Et la liberté de la presse également, c'est un moyen de pression sur les gouvernants qui savent que nous avons des journalistes qui sont là, qui nous contrôlent. Parce que la plupart des cas de corruption qu'on a eu dans nos États en Afrique, qui ont été publiés sur la place publique, ce sont des journalistes qui ont fait des investigations et qui ont publié ces cas-là. Donc, lorsque nous avons une presse libre, nous savons que les gouvernants veillent au bon fonctionnement des affaires au sommet de l'État. Et lorsque nous sommes dans un État où les gouvernants se font adversaires de la liberté de presse, nous avons des journalistes qui se sentent menacés et ça conduit à l'autocensure. Le journaliste n'a pas quelqu'un derrière, il n'a pas la police derrière, mais le journaliste lui-même, dans son esprit, n'est pas libre et de cette manière-là, il ne peut pas travailler en toute impartialité. Donc, c'est normal que nous puissions parler de la liberté de presse parce que les citoyens également s'expriment à travers les médias, à travers les journalistes, parce que le journaliste, c'est la voix des sans-voix, on le dit souvent. Donc, le citoyen qui n'a pas la possibilité peut-être de dire ses ressentis pour que les gouvernants puissent écouter, le journaliste peut le faire parce que nous avons les gouvernants qui regardent souvent la télévision, absolument, qui suivent les journalistes et très souvent écoutent même les journalistes, les critiques des journalistes. Et dans un État, lorsque le débat existe et que les critiques existent également, il y a un changement de mentalité. Il faut également prendre l'exemple de nos maisons. Lorsque vous avez des parents qui vous critiquent, qui vous disent mais telle chose que tu as fait, c'est pas bien. On essaie de se corriger. On se corrige et c'est la même chose également avec la liberté de presse et la démocratie et la gestion des affaires publiques. Très bien. Alors, on peut dire peut-être au niveau, vous avez donné quelques exemples pour voir l'importance même du fait de garantir donc la liberté de presse qui va au-delà en fait du simple fait que le journaliste puisse puisse faire normalement sa profession. Oui, on a parlé de démocratie en faisant le lien entre la liberté qui garantit l'état de démocratie. Dans la démocratie,
démocratie, il y a beaucoup d'éléments. On parle de bonne gouvernance, on parle de respect de l'état de droit, on parle d'économiquement un État la sécurité aussi, un État qui est bien économiquement. Et quand on parle de sécurité, on sait aujourd'hui que les enjeux de sécurité touchent tous les pays, que ce soit le Bénin, tous les pays de l'Afrique et du monde. Et donc, en tant que journaliste, informé à travers notre travail, on informe sur les enjeux de sécurité, on aide les dirigeants à prendre des décisions, à voir les réalités sur le terrain, quels sont les besoins des populations, sur le plan économique également, à renforcer notre pouvoir économique et à pouvoir faire évoluer le pays sur le plan économique. Sur la question des droits de l'homme, c'est pareil. Le journaliste, dans le traitement, la diffusion, la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, interpelle les dirigeants sur les questions liées aux droits de l'homme, les violations, les attentes des populations. Au-delà des populations, nous sommes dans un monde ouvert où, au-delà de notre pays, il y a des attentes au niveau international et le journaliste doit pouvoir, quand un engagement est pris, doit pouvoir et veiller sur cet engagement pris et rappeler de temps à autre aux dirigeants, voilà votre engagement, voilà ce que vous avez promis, l'échéance est arrivée ou l'échéance est proche, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'il faut réajuster, et c'est tout ça là qui participe à ce que les dirigeants puissent prendre des décisions qui permettent, au-delà du développement du pays, le développement personnel et que chaque citoyen soit libre et qu'il puisse profiter de la sécurité, du droit, de la démocratie et tout ça. Très bien. Alors, il faut dire que oui, il y a la liberté de la presse qu'il faut revendiquer ou qu'il faut avoir. Néanmoins, il y a quand même des règles qui encadrent cette liberté de presse. On ne va pas dire qu'au nom de cette liberté, on peut tout faire. Oui, au nom de la liberté, on ne peut pas tout faire, mais au nom de la liberté, on doit faire son travail librement, sans crainte et sans contrainte, on l'a dit. Dans le métier du journalisme, il y a des règles, notamment le code de déontologie et de l'éthique de la presse qui nous dit les devoirs et les droits du journaliste. Il y a le code de l'information et de la communication qui revient également sur les devoirs et les droits du journaliste et sur les infractions, les peines et tout ça. Et dans le code de l'éthique et de la déontologie, le journaliste sait véritablement qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'on attend de lui, qu'est-ce que le métier lui exige. Par exemple, on sait qu'on ne peut pas publier une information dont on n'a pas l'exactitude, dont on n'a pas vérifié véritablement. On ne peut pas... La responsabilité du journaliste est engagée dans la publication. On ne peut pas faire des publications qui appellent au soulèvement, qui appellent au racisme, des publications qui touchent à l'intégrité, qui touchent à la nation, à l'intégrité, à l'état de droit et tout ça. Le journaliste peut également évoquer la clause de conscience lorsqu'il ne se sent pas, il ne sent pas un sujet, lorsque le sujet touche à ses valeurs, les mœurs et tout ça. Donc, il y a des règles qui régissent le métier du journalisme et qui, lorsqu'elles sont respectées, doivent permettre à chacun, au journaliste, de faire librement son travail. Et il y a des obligations également qui viennent autant du journaliste que de l'État qui doit garantir la liberté, cette liberté de presse qui doit permettre aux journalistes, une fois sur le terrain, de bénéficier et d'avoir accès aux sources de l'information et d'être protégé également. La sécurité du journaliste sur les terrains sensibles doit être également de mise. On doit veiller sur la sécurité pour permettre de faire librement son travail, d'apporter la vraie information, parce qu'on le sait, il y a des sujets sensibles sur lesquels, lorsque le journaliste s'engage, sa sécurité est menacée, sa vie est menacée et il n'a pas l'accès facile à ces informations. Donc, c'est tout un ensemble de choses réunies pour permettre aux journalistes de véritablement faire librement son travail et de participer à la consolidation de l'État. Très bien. Fréjus. Oui, effectivement, il y a des limites à la liberté de la presse, la liberté d'expression, parce que déjà la liberté de presse est garantie et consacrée par la Constitution en son article 24. Et lorsque vous prenez également la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, vous voyez que la liberté de presse, la liberté d'expression est garantie par ces instruments-là également. Mais cela ne donne pas le droit aux acteurs
de dire de n'importe quoi ou de porter atteinte aux droits d'autrui, parce que nous avons la diffamation, nous avons les injures, nous avons la présomption d'innocence, nous avons tellement de droits qui sont consacrés et dont le journaliste doit faire attention dans le traitement de l'information. Mais aujourd'hui, nous avons une tendance de repénalisation des délits de presse où aujourd'hui, par le passé, on a dit que le journaliste ne doit pas faire objet des peines privatives de liberté pour des fautes qu'il aurait commis dans l'exercice de ses activités, de ses fonctions. Mais aujourd'hui, nous avons des journalistes qui sont régulièrement poursuivis devant des juridictions pénales et qui font la prison rapidement, alors que le code de l'information et de la communication a prévu des sanctions lorsqu'un journaliste arrive à faire des fautes. Vous avez cité le code de l'information et de la communication, vous avez cité le code de déontologie de l'éthique, mais il faut également ajouter le code du numérique qui aujourd'hui entre en ligne de compte quand on parle d'infraction de presse, parce que le numérique est là, désormais il y a des journalistes web. Est-ce que le code de l'information et de la communication a prévu lorsqu'il y a des infractions de presse, c'est le droit de réponse, les répliques, la rectification, la suspension peut-être du média, mais qui ne doit pas excéder 3 mois. Qui ne doit pas excéder 3 mois. Lorsque un média publie de n'importe quoi sur vous, vous sentez que vous êtes diffamé, vous demandez un droit de réponse, vous revenez sur ce média-là, vous rectifiez. Et c'est également ça, la rectification, où vous demandez aux médias de corriger ce qui a été dit. Mais le législateur, en faisant ainsi, n'est pas bête. Un média qui passe une information, revient le lendemain, dit vous voyez l'information que j'ai passée hier, c'est une information fausse. Vous voyez la crédibilité du média est en jeu. Et donc, les médias font attention à ces genres de choses. Quand on parle de diffamation, aujourd'hui, en 2002, le rapporteur spécial sur les questions de liberté d'expression a rappelé aux États d'abroger les lois qui conduisent à des peines privatives de liberté pour des infractions de diffamation, parce qu'on a du mal à croire qu'on puisse faire la prison pour avoir parlé. Parce que la diffamation, c'est une notion très vaste où la personne, il ne s'agit pas seulement de dire ce qui est faux sur la personne. Mais lorsque la personne sent qu'il est touché dans son intimité, que ce que vous avez dit porte atteinte à son honneur, à son intégrité, il peut dire qu'il a été diffamé et vous faire un procès. Et les lois que nous avons aujourd'hui, même si on laisse les journalistes de côté, les lois que nous avons aujourd'hui, ça permet d'emprisonner quelqu'un pour des questions de diffamation. Et donc, pour la liberté d'expression, il faut régler toutes ces questions-là pour garantir effectivement la liberté d'expression. Très bien. C'est bon? La sécurité, puisque la presse également, garantir la liberté de la presse permet aux journalistes d'enquêter sur des questions de sécurité, de participer à garantir la sécurité des personnes et des biens. Garantir la liberté de la presse permet de respecter les droits, d'avoir un regard sur toutes les actions que mènent les autorités pour garantir et respecter les droits de l'homme. Garantir la liberté de la presse permet également à la presse de participer à l'économie du pays. On fait des reportages, on fait des investigations, on s'intéresse aux sujets qui permettent à la population d'être informée sur tout ce que fait les gouvernants en matière d'économie pour faire évoluer, pour garantir la stabilité économique. Donc, garantir la liberté de la presse, c'est plusieurs volets et c'est ces volets-là qu'on résume en parlant de démocratie, de bonne gouvernance, d'état de droit. C'est vrai que dans l'exercice de la fonction, il a la liberté d'avoir accès à l'information, c'est un droit. Quand il est dans l'exercice de ses fonctions, on doit lui permettre, quand il demande, on doit lui permettre d'avoir accès à tous les documents qui entrent en ligne de compte dans la recherche de l'information et dans le droit des citoyens à avoir l'information, mais également il y a des restrictions et ces restrictions sont notamment fixées en rapport avec le respect de l'autrui, des droits de l'autrui et le respect de l'intérêt supérieur de la nation. Oui. Très bien. Alors, nous avons parlé, vous le disiez tantôt, les censures et autres, c'est dire que en fait, ces règles, malgré qu'on les connaisse,
presse, malgré que dans certaines rédactions, c'est vrai, ça se voit, c'est bien appliqué et autres, mais c'est pas aussi facile que ça de les mettre en application, on a l'impression. Bien évidemment, bon, vous savez, quand on travaille tous les jours, on connaît le code. Dans beaucoup de rédactions, c'est d'ailleurs affiché là. Quand vous oubliez quelque chose, vous jetez un coup d'œil, vous voyez tout ce que le code de l'éthique et de la déontologie vous demande. Mais n'empêche que dans l'exercice, c'est pas facile. Recueillir l'information, ce n'est pas comme si vous frappez à la première porte et on vous remettait tous les documents avec toutes les informations possibles. Parfois même, vous avez l'information, vous faites le recoupement avec plusieurs sources et au finish, l'information qui, votre foi est vraie, que vous publiez, on vous sort un document qui vous montre qu'en fait, que tout ce qu'on vous avait donné était faux. Toutes ces informations étaient fausses. Qu'est-ce que vous faites? On va vous dire que vous n'avez pas pris le temps de vérifier l'exactitude et tout ça de l'information avant de la publier. Il y a celui qui est interpellé dans l'information qui va dire qu'il y a diffamation, que si et ça, vous allez devoir vous justifier. Mais quand vous apportez la preuve, néanmoins, que vous avez les preuves de vos allégations, ce que vous avancez, il y a que, quel que soit, même quand la personne essaie d'intenter un procès contre vous, vous allez pouvoir vous défendre et démontrer encore. Et là également, dans l'exercice de la fonction, il y a la protection des sources d'information. Donc, le journaliste est tenu de ne pas divulguer ces sources d'information. Et parfois, ça restreint et toutes les armes qu'on a pour se défendre, parce que quand on vous exige de donner les preuves, voilà, alors vous avez que le la devoir, profession, voilà, vous avez le devoir de protéger votre source et de vous protéger. Donc vous avez la main liée. Ce n'est pas facile d'être journaliste. Ce n'est pas difficile, compliqué non plus quand on respecte normalement. Quand chacun fait ça respecte le test, quand celui qui doit vous donner l'information, celui qui doit participer à ce que la vérité soit dite, fait ce qu'il faut. On sait que là encore, c'est quand vous avez des sujets où on va sur le reportage, des sujets de reportage, mais quand il s'agit d'investigation, souvent des sujets d'investigation sont des sujets sensibles. Absolument. Qui portent atteinte aux sensibilités, et notamment quand vous parlez de corruption, vous savez qu'il y a des têtes qui vont tomber, les gens ne seront pas d'accord avec vous. Il faut être très sûr de ce qu'on va dire. Tout à fait. Quand vous parlez d'état de droit, quand vous parlez de sécurité, il y a des accointances avec des gens font des accointances toujours pour garantir leur poste ou leurs intérêts. Et quand le journaliste vient, il est censé apporter la vérité. Et dans la recherche de cette vérité, des personnes vont se sentir menacées et vont vouloir que cette vérité ne sorte, vont vous faire parvenir une fausse vérité ou vont vous empêcher d'avoir la vérité. Donc, c'est pour ça, parfois, il y a de moins en moins de sujets d'investigation parce que vous n'avez pas accès à l'information, c'est difficile. Vous-même, parfois, votre vie est menacée, votre sécurité est menacée. Absolument. Donc, on décide de faire le choix entre préserver sa vie et préserver l'intérêt général. Général. Alors, Fréjus, vous disiez quand il y a diffamation, la manière dont les choses se passent et autres, on a rappelé un peu quelques aspects du code de déontologie et autres. Est-ce que d'une part, quand il y a entorse à toutes ces règles, ce n'est pas aussi que le journaliste n'est pas, disons, assez professionnel, n'a pas fait son devoir en tant que journaliste? Oui, je pense que le journaliste, après tout, c'est un être humain. Il faut déjà commencer par le dire, c'est un être humain, donc il a également le droit à l'erreur. C'est pourquoi le code de l'information et de la communication a prévu des dispositions en la matière. Si le législateur savait que le journaliste n'avait pas le droit à l'erreur, il n'allait pas mettre tout ça là dans le code de l'information et de la communication. Et lorsqu'on parle de diffamation, moi, hier, par exemple, je discutais avec des amis, on a fait une réflexion. On s'est dit, mais comment on peut parler, on laisse même le journaliste, on prend un simple citoyen. Comment on peut parler et faire la prison? Parce que la diffamation, c'est que vous dites quelque chose sur une personne et la personne pense que ce que vous avez dit a porté atteinte à son honneur ou
il n'est pas d'accord avec ça. Donc la diffamation, ce n'est pas simplement dire ce qui est faux. Vous pouvez dire ce qui est vrai, mais la personne concernée considère que ce que vous avez dit, que ce n'est pas totalement, il n'est pas d'accord avec ça, ou ça a touché son intégrité, ou il trouve les arguments pour vous planquer un procès. Et malheureusement, vous allez rapidement faire la prison pour ça. Mais on a dit que le journaliste, même lorsque le journaliste dans l'exercice de ses fonctions vient à diffamer quelqu'un, il n'a pas le droit. Et il n'a pas le droit de faire la prison. Il y a des sanctions, il y a des amendes qu'on peut lui infliger. Et quand je parle de diffamation en matière de presse, ça me rappelle souvent l'histoire de journaliste Konaté, contre l'affaire Konaté contre le Burkina Faso. Je pense que vous devez connaître ça. Konaté qui est un journaliste au Burkina Faso, rédacteur en chef du journal L'Ouragan, qui a titré 2 titres. Il dit d'abord, c'est contre le procureur de la République, il dit d'abord contrefaçon et blanchiment de faux billets, le procureur, 3 policiers, un agent de banque, cerveau du banditisme. 8 jours après, il revient, il dit encore erreur judiciaire, procureur du Faso, un justicier voyou, un officier voyou. Mais c'est tout à fait normal que le procureur se sente menacé ou se sente harcelé par ces propos-là. Et il va porter plainte. Ce journaliste va faire 12 mois de prison, mais après, il va saisir la Cour africaine. Et c'est l'une des décisions, je vais dire, c'est la première décision de la Cour africaine en matière de liberté de presse rendue en 2014. Et quand on lit cette décision, on voit qu'en réalité, lorsque les journalistes ont des problèmes avec, très souvent, lorsque vous allez devant la justice, c'est que vous avez un problème avec une autorité ou une autorité ou une personne publique. Donc souvent, je n'ai pas les statistiques du bien, mais dans nos États, c'est que vous n'avez pas souvent raison devant la justice. Très souvent, les journalistes n'ont pas raison devant la justice. Mais est-ce que c'est pas parce que les preuves, en réalité, on n'a pas ça en main forcément? Oui, peut-être on peut considérer que vous n'avez pas les preuves, mais on doit également dire que les journalistes sont souvent très mal vus dans nos États. Les journalistes, oui, il faut être honnête en le disant, les journalistes sont très mal vus dans nos États, et peut-être qu'au Bénin, on est vraiment protégé. Dans d'autres États, c'est que les journalistes sont assassinés, ils sont enlevés, portés disparus. Donc les journalistes ne sont pas vraiment protégés. Les journalistes, c'est ces personnes-là qui font le travail du diable. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un dossier enterré quelque part, ce sont les journalistes qui ont le courage d'aller déterrer ces dossiers-là, de venir mettre la lumière sur ça, d'informer la population. Et lorsque la population est informée, vous savez, le journaliste a tellement de pouvoir. Avec le journaliste peut réveiller tout un peuple. Oui. Avec une émission, tout un peu peut-être réveillé contre un dirigeant. Et donc, les dirigeants sont dans une posture de contrôler la presse. Et c'est normal, lorsque vous êtes dirigeant, c'est que vous devez contrôler vos arrières. Il faut être en harmonie avec... mais en le faisant également, il faut protéger une certaine liberté. C'est ça, la liberté de presse. Aujourd'hui, lorsque vous prenez le code du numérique qui a entretenu un flou total sur les délits de presse au Bénin, on ne comprend pas. Tantôt, le code dit que lorsqu'il y a délit de presse, il faut se référer au code de l'information et de la communication. Mais en même temps, le code dit, lorsqu'il y a harcèlement par biais des moyens de télécommunication ou en ligne, qu'on peut être sanctionné. Et lorsque vous prenez le code de l'information et de la communication sur la qualité de celui qui est journaliste, ce n'est pas seulement celui qui a fait des écoles de journalisme, ce n'est pas seulement celui qui est dans un organe de presse, mais toute personne qui fait du journalisme son métier ou recueillir et sa source de revenus. C'est ça. Cette personne-là peut être considérée comme journaliste. Mais devant les juridictions, c'est qu'on a tendance à croire que celui qui est journaliste, c'est cette personne-là qui a fait une école de presse, c'est cette personne-là qui détient la carte de la presse, de la RAC, parce que le code n'a pas été clair sur ça. Le code a dit il faut être détenteur de carte de presse. Vous êtes journaliste à ETélé, ETélé peut vous confectionner une carte de presse. Donc le code n'a pas dit il faut avoir une carte de presse délivrée par la RAC. Mais aujourd'hui, on a tellement de flou autour de ça.
et les journalistes sont poursuivis devant des juridictions pénales, ce qui ne devrait pas être le cas. Très bien. Alors, vous avez entamé le code du numérique et justement, nous allons enclencher sur le numérique, l'aspect du numérique dans la profession du journalisme. Il faut dire que depuis plusieurs années déjà, c'est, disons, c'est une donne qui change un peu quand même la manière dont la profession est faite, est exercée chez nous. Tout à fait. Avant, on avait l'habitude des médias traditionnels, la presse écrite, la radio et la télévision. Depuis quelques années, nous avons enclenché et je dirais, est-ce que c'est un mariage avec le numérique où on a commencé par explorer le domaine du numérique dans la presse avec des sites pour les organes de presse, avec désormais des organes en ligne et tout ça. Je pense que c'est deux outils qui se complètent puisque le numérique est aujourd'hui incontournable. Pour informer, il y a cette catégorie où il y a notre cible, une partie de la cible qui se trouve sur le numérique. Et donc, pour informer tout le monde, il faut pouvoir répondre aux besoins de la majorité. Si la majorité se retrouve sur le numérique, il y a de quoi que les médias traditionnels également puissent avoir oui, un pas de l'autre côté. Maintenant, sur le numérique, il y a beaucoup de choses. Au-delà des journalistes, il y a tout le monde, voilà. Il y a tout le monde sur le numérique. Et c'est pourquoi c'est important quand on voit des publications, de pouvoir faire la part des choses entre est-ce que c'est un article, c'est une publication qui vient de journalistes ou de personnes qui ont l'information, qui se permettent de publier parce qu'elles estiment qu'elles ont le droit, et c'est vrai, c'est leur droit de dire ce qu'elles pensent et de dire leurs opinions. Le numérique aujourd'hui est incontournable, on s'en sert également pour faire évoluer le métier de journaliste, le journalisme, mais il faut savoir qui l'utilise et qui est sur le numérique. Très bien. Alors, qui l'utilise et qui est sur le numérique? Il faut dire que, justement, vous l'avez dit, il faut avoir un pas dans le numérique et le numérique a apporté beaucoup de facilité, on peut dire, dans le fait de diffuser l'information à la population et autres. Tout à fait. Une facilité qu'on ne peut plus aujourd'hui négliger. Tout à fait. Vous savez, avant, il fallait, notamment pour les organes de presse, il fallait, et la presse écrite, il fallait attendre le lendemain qu'on fait un reportage aujourd'hui, demain matin, pour que des personnes puissent être informées de l'activité qui a eu lieu, qu'on fait une investigation, tout ça. Aujourd'hui, l'information est instantanée et à proximité, et tout ça grâce au numérique. Aujourd'hui, vous pouvez, quand vous-même, en tant que journaliste, vous faites votre papier, vous êtes sur un terrain, en quelques minutes, vous pouvez envoyer quelques mots pour poster sur le site de l'organe. Vous pouvez envoyer quelques mots sur les réseaux sociaux. Et donc, ça facilite le travail, ça facilite le rendement, ça facilite le travail du journaliste et l'attente de la population par rapport à l'information. Aujourd'hui, on a de l'information de proximité, des choses qui se passent qui, hier on le disait, qui ne sont plus forcément relayées par la presse traditionnelle parce qu'on suppose que c'est dépassé ou que la priorité des organes est ailleurs. Donc, le numérique nous permet d'avoir ces informations-là sans pour autant attendre normalement le journal de 20 heures, le journal de 13 heures, ou la parution du jour pour avoir d'autres. Ce sont des facilités. Maintenant, il faut que les organes traditionnels, la presse traditionnelle puissent en profiter, s'adapter et qu'il y ait également un toilettage à ce niveau-là parce qu'aujourd'hui, et c'est facile en tant que journaliste, on a envie d'informer notre population, on a envie d'apporter la vraie information. Parfois, ça peut heurter les sensibilités. On va vous dire que vous avez le code du numérique est là, vous avez fait une publication sur les réseaux sociaux et que ça ne sort plus, ça sort du cadre, défini par le code et donc vous serez poursuivi par le code du numérique et commencent des inquiétudes, commencent des restrictions, les censures et tout ça. Très bien. Alors, Fréjus, en tant que juriste, il y a quand même si le code du numérique, vous avez relevé quelques points qui sont assez flous, néanmoins, c'est un code qui doit être respecté, qui a été voté et autres. Il y a des règles que
que ce soit un journaliste ou bien quelqu'un qui poste tout simplement des informations sur Internet aujourd'hui doit pouvoir maîtriser ou doit pouvoir connaître avant d'agir en réalité. Oui, malheureusement, ce code a été voté et en tant que citoyen, Pourquoi malheureusement? malheureusement parce que ce code contient des dispositions qui sont totalement en déphasage avec la liberté d'expression, des principes que nous défendons. Par exemple, moi, en 2002 déjà, le rapporteur spécial sur la liberté d'expression des Nations Unies avait demandé à tous les États d'abolir et d'abroger les lois sur les diffamations qui conduisent à des peines privatives de liberté. Oui. Mais depuis 2002 jusqu'à ce jour, combien d'États a déjà abrogé des lois sur la diffamation qui conduisent à des peines privatives de liberté? Moi, je ne sais pas. Au Bénin, ça existe toujours. Au Togo, ça existe toujours. Un peu partout, ça existe toujours. Et donc, je dis malheureusement parce que lorsque vous voyez les dispositions sur la publication de contenu, les infractions de presse en ligne, vous voyez que ce sont des dispositions qui sont malheureusement des dispositions totalement diffamatoires, c'est-à-dire des dispositions qui ont consacré la diffamation sur, par exemple, les injures, la publication de fausses nouvelles. Tout ça sont des dispositions qui ont été consacrées par le Code du numérique. Mais moi, j'ai un problème avec le fait, je ne dis pas que lorsque des journalistes commettent des fautes dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils ne soient pas poursuivis. Non, c'est normal. Lorsqu'un journaliste va voler, peut-être, c'est normal qu'il aille devant la juridiction pénale, répondre. Quand un journaliste vole, ce n'est plus dans le cadre du journalisme. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, il faut qu'on puisse faire la part des choses. Lorsqu'un journaliste va commettre une faute grave, il doit être poursuivi. Mais lorsque le journaliste, dans l'exercice de ses activités, commet une faute, moi, je vois mal que ce journaliste aille faire la prison. Et le Code du numérique aujourd'hui entretient un flou. Quand on parle de harcèlement par biais de télécommunication, on parle d'injures sur Internet, on parle de fake news, on parle de diffamation sur Internet. Mais en même temps, le Code revient dire que lorsqu'il y a infraction de presse, qu'il faut retourner voir la loi, le code sur l'information de la communication. Mais la loi nous dit quoi? En même temps, la loi dit deux choses. Parce que lorsque vous commettez une faute sur Internet, vous allez devant les juridictions, on a tendance à renier votre qualité de journaliste. Parce qu'on sait qu'en vous reconnaissant la qualité de journaliste, on est obligé de faire recours au code de l'information. Quand c'est un article ou bien quand c'est ça. Quand c'est sur Internet, quand c'est sur le numérique, c'est qu'on a des difficultés à reconnaître votre qualité de journaliste. Et aujourd'hui, les médias, la plupart des médias que nous avons sur le numérique ne sont pas des médias reconnus par la RAC. La plupart, malheureusement. Il y en a déjà beaucoup. Il y en a déjà beaucoup, mais la plupart, parce que il y a de cela un an, j'ai vu une note de la RAC qui demandait à tous les médias sur le numérique. Il y a même quelques mois seulement, il y a une liste de oui, j'ai vu, bien évidemment, j'ai vu cette liste-là. Mais aujourd'hui, quand on parle des journalistes, ce n'est pas seulement ceux-là qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement ceux-là qui sont dans les organes de presse qui travaillent. Il y a des journalistes citoyens maintenant, il y a des personnes, il y a des esprits éclairés qui sont sur Internet, qui ne sont pas forcément journalistes, mais qui ont des informations, qui nous informent, qui sont vraiment éclairés, qui ont de l'impact sur Internet. Mais si on doit considérer que avec le code du numérique, à moins d'erreur, ces personnes-là doivent se retrouver derrière les barreaux, c'est qu'il y a une crainte. Ces personnes-là ne sont plus libres. Aujourd'hui, moi, je vais vous le dire malheureusement, il y a des tests, je ne suis pas journaliste, mais il m'arrive parfois de publier sur Internet. Mais il y a des tests que j'ai écrits par le passé, mais malheureusement, je n'ai pas publié. Pas parce que ces tests-là... Parce que vous n'avez pas du code du numérique. Mais j'ai peur. Et c'est comme ça, tout le monde a peur. Même lorsque vous publiez quelque chose sur Internet, banal, on vous dit, mais mon frère, il faut supprimer ça. Qu'est-ce que tu viens de publier? Et malheureusement, nous sommes dans un climat de crainte où tout le monde a peur maintenant de publier sur Internet. Et comme ça, ça n'avantage pas notre liberté et ça ne permet pas le débat, ça ne permet pas la liberté
le principe, même le fondement même de la démocratie que nous défendons. Pourtant, chaque jour, il y a quand même des publications qui se font sur Internet. Oui, il y a des publications qui se font sur Internet. Vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'il y a des publications qu'on supprime à la seconde qui suit parce que quelqu'un vous a interpellé et a dit « Est-ce que vous êtes sûr que vous ne voulez pas vous retrouver quelque part dans quelques jours, est-ce que... Bon, ce sont... quand on parle du code du numérique, je crois, pour revenir sur les propos du juriste ou de Fréjus, il y a, et dans le code de l'information et de la communication, quand l'article 558 du code du numérique qui parle des infractions de presse commises par voie de communication électronique, je pense que quelqu'un qui n'est pas journaliste, qui publie des informations, qui donne et qui est frappé doit répondre puisque cette personne-là n'est pas forcément prise en compte par le code de l'information et de la communication. Mais le problème qui se pose quand l'article 558 nous dit que lorsqu'il y a diffamation, lorsqu'il y a infraction de presse, reportage, fausses nouvelles, communication publique, que c'est puni par les mêmes peines prévues par la loi et que quand ça arrive, par la loi du code de l'information, bien évidemment, et quand ça arrive, on commence par écarter en même temps la loi du code du numérique parce que là-bas, oui, il y a pas vous ne serez pas amené à l'emprisonnement. Ça crée le flou comme il le dit et même quand vous voyez une personne emprisonnée, 2 personnes, je vous promets, on n'a pas besoin de vous dire ne faites pas ça. Systématiquement, on fait ça, agit sur le mental. C'est comme oui, on fait l'autocensure. Vous vous demandez qu'est-ce que je publie désormais qui ne soit pas frappé par le code du numérique parce que oui, aujourd'hui, je le disais, quand on va sur le terrain, parfois, avant même de ramener l'article, on fait un petit mot qu'on publie sur nos pages. Parce que, en tant que journaliste, on a des blogs professionnels. En tant que journaliste, on a nos réseaux sociaux. On a ceux qui nous suivent, à qui on a envie de donner l'information. Et quand c'est frappé par le code du numérique, quand ça arrive à une personne, à 2, à 3, vous faites de l'autocensure. Même quand on ne vous tient pas par la main, vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut publier qui soit frappé par le code du numérique, qu'est-ce qu'il faut publier qui soit frappé par le code de l'information et de la communication. Et c'est en cela que c'est important de pouvoir éclairer tout le monde, de pouvoir détailler, pouvoir véritablement expliquer le contenu. Quand est-ce qu'on quitte le code numérique pour le code de l'information? Quand est-ce qu'on traverse le code de l'information pour revenir au code du numérique? Parce qu'aujourd'hui, on aura beau dire que oui, il y a beaucoup d'organes de presse, il y a le pluralisme, les gens acceptent de prendre les partis, on essaie de faire l'équilibre dans le traitement de l'information, mais quand le journaliste n'est pas libre lui-même, qu'il ne se sent pas libre d'exercer, même si ce n'est pas vous qui l'appelez ou envoyez un message pour dire vous ne pouvez pas publier ça. Il sait qu'il y a des dispositions là qui le contraignent à faire ci et ça. On ne va pas dire qu'il est libre pour autant. Bon, est-ce que justement, c'est pas parce que aussi Internet regorge de personnes, bien d'informations qu'il ne faut pas forcément publier et autres, que le code du numérique vient un peu recadrer tout cela? Parce que c'est vrai qu'on est dans un pays de droit, mais on ne va pas non plus permettre que ce soit l'anarchie et qu'on puisse dire ce qu'il ne faut pas, même si c'est sur Internet. Bien sûr, on n'est pas dans un pays de l'anarchie. On avait spécifié le rôle, les droits et devoirs du journaliste. Tout ne peut pas être publié non plus. Mais ce qu'on fustige ici, c'est le fait de publier des informations dont on a la preuve, dont on est convaincu que c'est vrai, et d'avoir une poursuite ou que quelqu'un se plaigne. Et on peut poursuivre et à nous d'aller d'apporter la preuve, oui. Mais quand on sait que cette diffamation ou ce dont on vous accuse devrait être poursuivi ou réglé par le code de l'information, que ça arrive dans le code du numérique, on se demande où sont les limites. On n'est pas sur Internet, il y a tout le monde. On parle ici de journalistes. Il y a tout le monde, il y a des journalistes, il y a des personnes qui n'ont même pas la source, qui n'ont pas vérifié l'exactitude de l'information, qui balancent. Et l'information, aujourd'hui, Internet n'a pas de limite. L'information devient virale. Parfois, on fait des publications dans lesquelles on ne se rend pas compte
qu'on fait atteinte à la pudeur, qu'on fait la promotion du racisme, qu'on appelle au soulèvement et tout ça. Mais c'est du droit et du devoir d'appliquer le code du numérique parce qu'il faut également respecter l'état de droit, il faut garantir la protection des citoyens, il faut garantir la paix. Mais ce qu'on fustige, je le dis, c'est le fait qu'on ne sache pas où se trouve la limite du code de l'information et où commence celle du code du numérique. Très bien. Alors, vous voulez réagir? Je pense que la notion de diffamation, c'est une notion tellement vaste où, si on doit commencer par en parler, vous allez comprendre que on ne peut pas envoyer des gens en prison pour diffamation. Parce que la diffamation, je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de mentir. Vous pouvez publier une information qui est totalement vraie. Vous avez la preuve de l'information, c'est-à-dire, on prend l'exemple d'une personne qui a peut-être fait quelque chose qui est vrai, vous avez la preuve, vous publiez, mais cette personne dit, le fait d'avoir publié telle information, que ça a créé une détresse émotionnelle. Tout à fait. Chez lui. Ah, mais il vous traduit en justice rapidement, et devant la justice, la loi est là, mais ce n'est pas la faute des magistrats, parce que ce n'est pas les magistrats qui votent les lois. Ce sont nos députés, ce sont des personnes que nous avons envoyées à l'Assemblée nationale qui votent les lois. C'est-à-dire c'est nous-mêmes, nous votons les lois. C'est ça. Et donc le magistrat est là, le magistrat en tant qu'agent de l'État. Je pense que nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Oui, bonjour à la présidente. Bonjour, M. Maforikan, bonjour. Oui, bonjour. Vous voulez réagir sur le... Oui, je veux réagir. Je pense qu'il faut que nous regardions ce débat-là. J'écoute le juriste et je suis d'accord avec lui. Mais je sais que la loi est dure et c'est la loi, il le sait mieux que moi. Deuxième chose, dire qu'on ne peut pas envoyer en prison. Je suis d'accord, nous on a fait cette bataille en tant que journaliste depuis des années. Je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois. Nous avons été au Parlement, on a fait du lobbying pour que la loi 72 sur la liberté de la presse, la loi 72 du 30 juin 1960, la liberté de la presse, se dépouille des faits, des causes d'emprisonnement pour délit de presse. La loi 2015 et 07, et pendant cause de l'information, n'a pas totalement réglé le problème. Mais qu'est-ce qu'on voit quand dans la bataille? On voit plus de société civile dans la bataille, on voit personne. Et cette loi, c'est les médias eux-mêmes qui se battent progressivement et avec les pouvoirs publics pour les améliorer. Ça, c'est la première chose. Donc, la cause d'emprisonnement pour faire de presse n'est pas née au Bénin, c'est de la française de 1881, de 1838, et on les a copiés en passant, et difficilement on a eu du mal à les extirper, parce que lorsque c'est acquis, c'est difficile. Donc ça, c'est le principe. C'est pas le fait c'est pas nouveau, c'est un vieux truc. Ensuite, le code du numérique, dont on parle, c'est pas un code des médias. Il y a beaucoup de personnes qui interviennent sur le numérique. Alors, si on passe le temps sur les médias, je pense qu'on peut le jeu. La liberté de presse ne s'exerce pas sur le numérique. La liberté de presse s'exerce d'abord dans les médias. Et la loi, le code du numérique a bien dit que lorsque c'est dans l'exercice de votre profession que vous utilisez le numérique, on vous applique le code du numérique, le code de l'information. Là également, il faudrait que nous changions. La rigueur du juriste nous amène à savoir que c'est le code de l'information qui s'applique à nous lorsqu'on commet des délits en matière de presse et de communication culturelle. Est-ce que le code des médias est bon, le code de l'information est bon ou mauvais? Ça, c'est un autre problème à faire, c'est un autre débat qui doit être fait. Et aucune loi n'est meilleure dans l'absolu. Elle est toujours problématique. Il faut juste savoir l'appliquer d'abord, parce que la loi est juste, c'est la loi. Ça, c'est le principe. Ensuite, un autre élément du débat, c'est que lorsqu'on conserve la liberté du presse et le numérique sur ces questions-là, mais on oublie qu'il y a beaucoup d'autres atouts et beaucoup d'autres problèmes à régler. Combien de temps, même si la liberté est précieuse, depuis 5 ans, on se pose, comment les journalistes sont venus? Même si c'est c'est difficile. Même si c'est compliqué pour les parents, je suis d'accord. Mais dans l'absolu, quand on en parle là, combien sont en prison pour qu'on en fasse toujours du beau voilà, le code des mauvais, ça plaît pas, les gens en prison, il n'y a pas de liberté de presse, non. Il y a des cas malheureux
Parce que parfois, le confrère ne savait pas. On peut déplorer cette cas. Il y a 2 cas que je parlais autour toi. Mais après ça, il faut entrer dans le fond du problème pour déceler là où elle est. Moi, j'ai eu la chance d'appliquer ce texte et les lois du média, étant la base du code de l'information qui est là, j'ai été à l'ANMT par rapport à une loi sur la corruption et je connais la complexité des droits nouveaux. Des droits nouveaux par rapport aux juges. Donc, parfois, certains juges ne maîtrisent pas les droits nouveaux. Et ça, ce n'est pas parce que la loi est mauvaise, mais c'est parce que c'est les lois nouveaux, les lois spéciales. Et on a besoin de les outiller comme il faut. Donc, je pense que concentrer le débat uniquement sur l'histoire du code du numérique qui est mauvais, c'est comme si le code du numérique qui est de plusieurs livres ne s'adresse qu'aux médias alors qu'il y a peut-être des articles qui s'occupent des médias. Donc, je voudrais simplement qu'on explique le principe de la liberté de la presse, les contraintes, les limites de la liberté de la presse, les étendues de la liberté de la presse, les acteurs de la liberté de la presse, les avantages du numérique, les limites du numérique. Et je pense qu'il y a assez de choses à dire que se concentrer uniquement sur le code est mauvais, que les gens... Non, il y a toute profession à ses limites, à cet art, à des avantages. Et la peine de prison n'est pas néo-pénale. La guillotine n'est pas bénévoise. La cyanure n'est pas bénévoise. Moi, je n'ai pas envie qu'on pense le principe en pensant que tout est noir en matière des médias, que bon, voilà, le stress a peur. Si vous êtes diffamé une fois, vous serez diffamé. Et quand on vous fait une dénonciation calomnieuse, c'est que quand toute votre famille, par effet d'entraînement, tactile, va s'étendre sur tout, vous saurez ce que c'est que être diffamé, ce que comment l'effet viral du numérique peut nuire à votre carrière. Vous pouvez faire demain un droit de réponse, mais c'est déjà entraîné par vous. Et vous saurez bien que le législateur a le devoir d'encadrer également et d'entraîner l'homme. Je vais finir par ceci. Les députés, quand ils interviennent lors des débats parlementaires dans les de leur fonction, tout ce qui se dit globalement est protégé. Donc, on ne peut pas poursuivre les députés par rapport à ce qu'ils disent au Parlement. Même pas de formation normale. Tiens. Est-ce que lorsque le député va dire ça en public ailleurs, au cours d'une conférence, est-ce qu'on va le type de réflexion calendrier? Pour ça, c'est le même député. Est-ce que le cadre change la réglementation change le cadre? Je pense qu'il faudrait qu'on soit rigoureux en la matière pour que chacun reste dans son couloir et puisse agir en conséquence. Voilà pour moi. Je suis un grand défenseur de liberté. J'ai été président à des niveaux donnés pour défendre cette liberté-là. J'ai mis parfois même ma famille en danger pour défendre cette liberté. Mais je dis, la liberté s'accompagne de la responsabilité. On ne peut pas dissocier l'une et l'autre. Merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup, M. Maforican, pour ces éléments d'appréciation et d'analyse également par rapport à notre sujet du jour. Avant de réagir sur les différents aspects que vous avez abordés, je vous propose de marquer une pause. On revient. Voilà, liberté. Donc, on revient sur le plateau. Alors, Fréjus Atinoglo, vous avez suivi l'appel de M. Maforican sur les différents aspects qui est revenu sur le code du numérique et bien entendu la liberté de presse en général. Oui, je salue d'ailleurs M. Maforican pour son intervention. M. Maforican qui aujourd'hui en matière de presse est un homme très respecté avec un parcours très inspirant. Mais malheureusement, il faut avoir le courage de le dire. Du moment où le code du numérique a conduit un seul journaliste en prison, c'est que ce code n'est pas du tout favorable à la liberté de presse au Bénin. Et c'est vrai qu'il ne faut pas concentrer le débat sur le code du numérique et dire que le code du numérique est mauvais dans tous les sens. C'est vrai, le code du numérique a beaucoup de choses qu'il faut féliciter. Mais on peut au moins relever quelques-unes. Oui, il y a par exemple, lorsqu'on parle de vol de données numériques, des trafics, de films, il y a beaucoup de choses. Le code du numérique contient près de 1000 articles. Et donc, on ne va pas consacrer le débat sur les 5 articles qui parlent de la liberté de presse ou de la liberté d'expression pour dire que le code du numérique, dans son ensemble, est totalement mauvais. Non. Mais
il faut également dire quand c'est mauvais, quelques aspects qu'on peut améliorer ou bien qu'on peut améliorer. Je pense que le débat est en cours et que les organisations de la société civile, même les journalistes sont en train de faire le plaidoyer pour que cette partie du code soit révisée. Il a parlé également de défis en matière le défi actuel. Nous allons d'ailleurs parler des défis tout à l'heure, d'accord. En attendant, Alilat, oui, avant de passer au mot du jour. Ça pourrait laisser penser qu'on se concentre, oui, parce que quand on parle de liberté de presse, quand on fait référence au métier de journalisme, mais le code du numérique, comme il a dit, ne prend pas en compte que le journalisme. Tous les citoyens sont pris en compte, les délits en rapport avec le numérique sont pris en compte dans le code du numérique. Donc c'est vaste. Nous avons le code de l'information qui est appliqué, sur lequel on a également quelques réserves en tant que journaliste. Mais dans l'exercice de la profession, ce qu'on demande, c'est être libre de faire la profession, d'agir et de pouvoir répondre quand il le faut. Mais quand la liberté n'est pas garantie, il y a de quoi qu'on s'inquiète. Certes, on dira que le Bénin est comparé à d'autres pays, mais chaque pays a ses réalités. Aujourd'hui, il y a dans le monde, comme le disait le juriste, des journalistes qui sont inquiétés, qui font objet, qui sont directement visés. On les tue, on les enlève et tout ça, ce qui n'est pas encore le cas au Bénin. Mais on ne souhaite pas qu'on en arrive là, et c'est pour ça qu'il faut commencer déjà par mettre les mots sur les problèmes qui pourraient un jour nous amener à ce qu'on regrette ailleurs, et c'est l'objet de cette discussion et de la participation qu'il apporte également au débat. Alors, avant d'enclencher ou de parler, de poursuivre sur les limites donc, du numérique, même si on l'a dit un peu plus tôt, le numérique nous apporte assez de facilité dans l'exercice de la profession, nous avons retenu comme mot du jour presse. Oui, nous parlons aujourd'hui de la presse en rapport avec le sujet, la liberté de la presse. La presse, c'est un nom féminin qui s'écrit P-R-E-2-S-E, presse. Presse signifie le fait d'imprimer l'impression de texte. On parle de liberté de la presse pour dire liberté d'imprimer et de diffuser, les délits de presse pour parler de fausses nouvelles, de diffamation, etc. La presse est également l'ensemble des publications périodiques, de journaux hebdomadaires et des organismes qui s'y rattachent. La presse peut signifier, on parle là, presse ou presse écrite, qui désigne l'ensemble des journaux. Plus généralement, elle englobe tous les moyens de diffusion de l'information. Écrite, on parle de quotidien et autres publications périodiques, ainsi que les organismes professionnels contribuant à la diffusion de l'information écrite. Presse se dit dans le commerce et l'industrie également, des activités plus intenses dans certaines périodes. On parle de moments de presse. Parler de moments de presse veut dire que dans le commerce et l'industrie, il y a des activités plus intenses dans certaines périodes. Comme synonyme à presse, on a calendre, on a journal, on a journalisme, on a rotative, antonyme, facultatif ou lenteur. Je vous laisse avec deux citations. La première est d'Albert Camus. Une presse libre peut bien sûr être bonne ou mauvaise, mais très certainement sans liberté, la presse ne sera jamais que mauvaise. Une presse libre peut bien sûr être bonne ou mauvaise, mais très certainement sans liberté, la presse ne sera que mauvaise. Et puis pour finir, la presse est libre, vous le savez. Elle est libre et responsable. Quand une vérité se dégage, il faut la respecter. Cette citation nous vient de Jean-Christophe Ruffin. Très bien. Merci ces informations sur la presse. Alors, le numérique qui nous permet aujourd'hui de toucher une large couche de la population dans l'exercice donc de la profession du journalisme a également ses limites, pourquoi pas dans notre métier aussi qu'il faut aborder, même si on le disait, beaucoup de facilité. Oui, beaucoup de facilité, mais également des restrictions, des limites en rapport avec le numérique.
Aujourd'hui, il y a une catégorie de personnes sur le numérique, mais toute notre cible n'est pas sur le numérique, bien évidemment. Il y a des choses qu'il faut publier avec pincette sur le numérique parce que facilement, quand vous envoyez, c'est un peu comme quand on fait une publication sur laquelle on revient, ça entache notre crédibilité sur le numérique également. Il y a la possibilité que notre crédibilité soit entachée parce que quand on fait une publication, même quand on la supprime, on nous a appris que le logiciel garde encore la publication et qu'une personne avisée pourrait après avoir accès à cette information-là et donc pourrait nous nuire. Le numérique aujourd'hui, c'est un monde ouvert. Une petite publication peut enflammer tout un pays, enflammer la toile et tout ça. Et donc, il y a tellement de limites, il y a tellement de restrictions, il y a tellement de sensibilité sur le numérique qu'il faut savoir l'utiliser. Il y a tellement de fausses informations sur le numérique. Parfois, il y a, quand vous ne faites pas attention, vous allez voir des publications avec des liens sur lesquels vous cliquez qui ne vous renvoient à rien de concret. Donc, sur le numérique, il faut faire attention aux nouvelles qu'on reçoit parce qu'il y a trop de fausses informations. Il y a, et parfois, quand je prends, il y a quelques semaines, quand on continuait, bon, ça continue, quand on parlait des phénomènes de viol qui se répétaient sur dans beaucoup de communes, notamment on faisait rapport avec le rapport, la tautologie de la commune d'Abomey-Calavi. Il y a sur Internet, on a vu des personnes qui, au lieu, à la limite, quand on ne peut pas compatir, il vaut mieux se taire. Des personnes qui enflammaient, qui trouvaient que, oui, celles qui sont violées ont leur part de responsabilité. Donc, il y a sur le numérique, les gens ne contrôlent ou ne perçoivent pas véritablement les effets de l'impact négatif de leur publication, de leurs propos. Et donc, on se permet parce qu'on se dit, on pense que c'est ouvert, que ce n'est pas, comme ce n'est pas réglementé, qu'on a la possibilité de tout dire. Et parfois, sans le savoir, on dit des choses qui peuvent très vite tomber dans la censure. Très bien. Fréjus? Oui, aujourd'hui, le numérique permet à tout le monde de s'exprimer, les journalistes et des personnes qui ne sont pas également journalistes. Et Madame Laila a commencé par le dire déjà. Il y a une certaine sensibilité sur Internet qu'on n'arrive pas à contrôler. Lorsque vous parlez de fake news, de fausses informations, par exemple, le journaliste qui publie de fausses informations est puni. On ne va pas refaire ce débat-là, bien sûr. Mais on a tendance à croire que les droits qui sont reconnus en ligne ne sont pas reconnus en ligne. Alors que normalement, en réalité, ça ne devrait pas être le cas. Les droits qui sont reconnus en ligne sont également des droits qui sont reconnus en ligne. Si on dit aujourd'hui que nous avons la liberté d'expression en ligne, c'est que cette liberté d'expression est également reconnue en ligne. En ligne, il faut dire que ça touche quand même une autre partie. On a commencé par dire au début que même dans l'exercice de ces fonctions, le journaliste a l'obligation de respecter la vie privée des autres. La présomption d'innocence, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir que les journalistes ne maîtrisent pas, parce que il faut également former les journalistes en la matière. Il y a des thèmes que vous utilisez sur Internet, ça porte directement atteinte à la présomption d'innocence d'une personne. Une personne qui est en phase d'enquête préliminaire, mais déjà le journaliste dit, voilà, un criminel qui vient d'être arrêté. Ouais, ce sont des thèmes qui tellement sensibles où le monsieur, peut-être dont on parle, ses enfants sont sur Internet, qui voient ça, on dit tel monsieur criminel vient d'être arrêté par la police. Le jeune, il voit ça, il sera touché. Peut-être ça fera qu'il sera même traumatisé toute sa vie. Donc, il y a ces aspects-là qu'il faut connaître. Parce que le numéro aujourd'hui permet d'atteindre un nombre illimité. Alors que la presse traditionnelle, on a les moyens de contrôler. On sait que la presse écrite, lorsque c'est un papier qui est imprimé, on sait quelle catégorie de personnes aura accès à ça. Lorsque c'est le journal télévisé à 20h, on sait quelle catégorie de personnes s'intéressent. Mais aujourd'hui, Internet, on n'a pas la possibilité de contrôler l'information. Même l'internaute, celui qui utilise le téléphone, n'a pas la possibilité de choisir quelle information il veut avoir. Et quelle information. Tout lui parvient. Et donc, il a tout. Donc, le journaliste, dans l'exercice de ses fonctions, doit comprendre qu'il est dans un monde totalement ouvert et qu'il doit faire attention désormais.
Très bien. Faire attention par rapport au numérique, c'est même si ça nous ouvre beaucoup de possibilités et autres, même les fake news c'est vrai, il faut faire attention à l'information reçue, vous l'avez dit tout à l'heure, mais tout cela participe au fait que justement, il y a, disons, une liberté, même s'il y a des règles, peut-être que tout le monde ne connaît pas par rapport au code du numérique. Il y a quand même cette liberté de pouvoir tout dire, de pouvoir balancer son avis sur telle ou telle autre activité ou post qu'on a suivi sur Internet. Oui, c'est de notre droit. La liberté, c'est un droit. Et il y a une citation qui dit votre liberté commence ou s'arrête ou commence celle des autres. Ouais. Donc, quand on est sur Internet, encore que je me demande combien sommes-nous, quand je parle de sommes-nous, je parle de béninois, à lire véritablement le code du numérique, même si ce n'est pas prendre parce que c'est volumineux, parfois ça vous fait peur quand vous commencez par lire. Mais il y a des titres et vous allez voir le titre. Quel est le chapitre qui concerne l'utilisation voilà, et donc il faut lire, c'est important aujourd'hui on est sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on n'est pas inquiété, qu'on ne devrait pas être inquiété parce que c'est un monde ouvert, personne ne contrôle, mais ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque votre publication porte atteinte à l'intégrité d'une personne, on parle de détresse émotionnelle ou créer une détresse émotionnelle chez une personne, on va trouver la publication et même quand on utilise de faux profils, on a aujourd'hui la possibilité de retracer votre vraie identité et de savoir qui est derrière ce faux profil-là. Donc, c'est important pour chacun de lire le code du numérique, de voir quelles sont les règles qui encadrent l'utilisation du numérique, des réseaux sociaux et tout ça, et de savoir qu'est-ce qu'il faut publier. On a, surtout pour les jeunes, bon, c'est vrai qu'il y a une certaine... La sagesse n'est pas dans l'âge. Mais chez les jeunes, on constate tout le monde veut avoir beaucoup d'amis. On veut que sa publication soit suivie par beaucoup de personnes, assez de likes, et on publie de n'importe quoi. Parfois, on ne se rend pas compte que on cite même des noms, on interpelle des personnes, on fait des commentaires désagréables, désobligeants et même sur des sujets sensibles. Et c'est là que vous voyez que les gens perdent leur sensibilité. Vous voyez quelqu'un qui écrit une vidéo où on martyrise quelqu'un et des gens viennent mettre des sourires ou faire des commentaires. Sincèrement, il faut qu'on lise le code du numérique. Il faut qu'on sache que parce que Internet est ouvert au monde, que le numérique est accessible, que ce n'est pas... Ça ne veut pas dire que tout peut se dire, que tout peut se faire, qu'il faut également respecter la vie privée des autres. Il faut éviter d'inciter à telle ou telle chose. Il y a la pédopornographie, tout ça sur Internet. Et parfois, on fustige le fait qu'on ne constate une répression, une application du code du numérique. Vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement, j'ouvre une parenthèse, dernièrement, on a reçu beaucoup de vidéos et ça également, on ne contrôle pas avec le numérique. Dès que vous cliquez sur les réseaux sociaux, quelque chose, d'autres vidéos arrivent. En fait, vous découvrez d'enfants qui parlent librement, si vous me permettez, qui parlent librement de sexe, qui appellent, qui incitent. C'est un peu comme des proxénètes qui sont... Et voilà des publications qu'on laisse passer. On n'applique pas forcément le code du numérique. Et ça fait... Voilà, on partage et ça fait penser que sur le numérique, tout est permis. Tout n'est pas permis sur le numérique, c'est comme dans la vraie vie et ça a ses impacts sur ceux que vous inversez ou bien ceux qui sont concernés donc par ces vidéos ou par ces posts. Alors, et ce qui est, tu permets, ce qui est regrettable, c'est parfois qu'on constate également que des journalistes vont relayer des publications sans fondement ou sans preuve relayées sur leur page, alors que quand on va sur nos profils, souvent, on note qu'on est journaliste. Et donc, quand on est journaliste, il faut vérifier les faits, il faut s'assurer de la véracité, que ça ne porte pas atteinte non plus aux autres. J'allais dire que ça peut être des sources d'informations, mais qu'il faut aller vérifier, bien évidemment, qu'il ne faut pas placarder sur son mur. Exactement. Alors, le thème de cette journée mondiale de la liberté de la presse, c'est bien le journalisme sous l'emprise du numérique. Le thème est tellement évocateur de voir combien l'impact du numérique est grand et grandissant d'ailleurs dans la profession même du journalisme.
Oui, je pense que le thème n'a pas été choisi au hasard parce que lorsqu'on voit l'actualité de ces derniers jours, de ces dernières années, on voit que le journaliste est vraiment sous l'emprise du numérique. Parce que, j'ai commencé par faire le débat tout à l'heure, le journaliste n'est pas journaliste dans son organe de presse. Le journaliste est journaliste pour sa personne. Donc le journaliste dans la rue est journaliste. On ne peut pas considérer que le journaliste dans la rue n'est pas journaliste. Le journaliste sur Internet est journaliste. Le journaliste sur sa page Facebook est journaliste. Et donc, aujourd'hui, il faut recadrer la notion avec le numérique parce que nous avons aujourd'hui Twitter, TikTok, on a tout ça. Il y en a tellement. On a tout ça. Donc le journaliste doit reconsidérer sa profession avec le numérique et savoir que, bon voilà, aujourd'hui nous avons un monde qui est totalement ouvert où nous pouvons faire passer l'information, atteindre d'autres cibles. Mais comment s'organiser, comment organiser l'information que nous voulons passer pour ne pas toucher des sensibilités? Comment organiser l'information pour que les cibles prévues soient vraiment atteintes? Parce qu'il y a des informations qu'on ne peut pas donner à des enfants, il y a des informations qu'on ne peut pas donner à des personnes sensibles. Vous imaginez un accident de circulation que vous allez faire la couverture, vous venez publier sur Facebook, alors que les parents... Les vidéos sont floutées. Non, mais très souvent, ces vidéos-là sont floutées. Mais on voit des vidéos sur Internet, très souvent, je ne sais pas, mais moi, je croise des vidéos, je vois des vidéos sur Internet qui sont très souvent floutées. Vous allez voir des reportages peut-être où, même si ces vidéos-là sont floutées, des personnes ont peut-être l'occasion de reconnaître peut-être le véhicule de leurs parents ou bien la moto de leur papa. Cette personne n'est pas encore informée de l'accident de son proche, mais par Internet, il vient à être informé brusquement de cette manière. Vous ne savez pas l'impact que cette information aura sur cette personne-là. Donc, je pense, aujourd'hui, il n'y a pas de formation, il n'y a pas encore de formation pour les journalistes sur les métiers du numérique ou comment exercer la profession avec le numérique. Aujourd'hui, il y en a, alors je suis content. Mais les journalistes qui ont été formés avant l'avènement du numérique, il faut également faire un renforcement de capacité pour savoir comment utiliser le numérique pour exercer sa profession en tout professionnalisme, si on peut le dire, ainsi. Parce que le numérique aujourd'hui, c'est que même lorsque vous prenez le code du numérique, vous allez constater que toutes les infractions que nous avons en droit commun, c'est-à-dire dans la vie active, ces infractions-là ont été transportées dans le code du numérique où on parle de vol sur Internet, on parle d'usurpation d'identité sur Internet, on parle de tout et de tout, on parle même de recel sur Internet. Et donc, on doit comprendre que Internet est là, ouvert à tout le monde, mais il y a également des règles qui encadrent l'utilisation de cet outil qui est l'Internet. Également, c'est ce que je voulais dire pour finir, c'est que les journalistes aujourd'hui doivent s'approprier la notion même d'Internet. On a tendance à croire que, bon voilà, nous ne sommes pas libres dans notre organe de presse. Il faut aller dire ce qu'on veut sur Internet. Si vous le faites ainsi, c'est que vous donnez les moyens à nos dirigeants, je vais dire tout simplement, de corser encore plus notre liberté d'expression parce qu'on va se dire, mais voilà, ces personnes-là, puisque la RAC a réglementé les choses, ils viennent sur Internet pour raconter n'importe quoi. Et malheureusement, peut-être on aura même une modification du code du numérique où ça sera encore plus corsé que ce qu'on dit, c'est ce qu'on dénonce actuellement. Donc, je pense qu'il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience de l'enjeu qu'est Internet et utiliser l'outil Internet de façon très professionnelle pour qu'on puisse faire la part entre le journaliste sur Internet et le citoyen lambda sur Internet désormais. Très bien. Oui, il faut prendre conscience de l'enjeu, je suis d'accord, mais quand on dit que le fait d'aller
parce que on ne se sent pas libre. Le fait d'aller exprimer sa liberté sur Internet devrait faire peur ou devrait amener à corser les textes. Je me dis, c'est également profitable aux dirigeants de savoir ce que pense leur population à travers le journalisme, à travers le journaliste. Donc, en fait, corser les textes n'aide pas vraiment parce que vous allez rester dans votre bulle pensant que tout ce que vous faites est bon, alors que ceux que vous servez ne sont pas satisfaits de vous, n'apprécient pas ce que vous faites, auraient voulu que ce soit ci et ça. Même si vous ne prenez pas totalement en considération tout ce qu'ils vous disent, vous allez savoir au moins ce qu'ils pensent et c'est important pour vous parce que vous allez prendre vos décisions en conséquence en tenant compte de tout ce que ce soit journaliste ou que ce soit citoyen, tout ce que ces personnes-là... Je parle là de propositions pertinentes, d'analyses pertinentes, pas... Qu'on se réveille un jour où on a envie que sa maison soit carrelée et qu'on vienne raconter ça sur les réseaux sociaux. Qu'on n'est pas bien payé, oui. Alors que non. Alors qu'on ne fait pas le travail qu'il faut, alors qu'on a déjà signé le contrat au départ et qu'on s'en plaigne après. Il faut reconnaître que parfois je me demande est-ce que les médias, est-ce que la presse avait vu venir ou avait estimé véritablement l'impact qu'aurait, parce que le numérique n'a pas commencé aujourd'hui. On est parti de l'ère de l'Internet, de la venue de l'Internet chez nous, aujourd'hui des réseaux sociaux et tout ça, l'impact que ça pouvait avoir sur les médias et sur le journalisme, sur la presse en général. On a l'impression que c'est aujourd'hui qu'on essaye véritablement en tant que presse de faire le lien ou d'essayer d'intégrer le numérique véritablement en répondant aux besoins de notre cible, de ceux à qui on apporte l'information. Aujourd'hui, dans l'utilisation du numérique, on a les influenceurs, on a les activistes, on a ci et ça. Parfois, toutes sortes de catégories, tous les secteurs exactement, en fait, d'activité. Qui concurrence avec la presse et qui apporte du contenu, qui laisse penser parfois que la presse n'apporte plus véritablement ce qu'il faut. Mais comme on le dit sur Internet, il y a des journalistes et il y a des personnes lambda. Ce n'est pas parce que je viens apporter l'information aujourd'hui que je commence par m'intéresser ou pas faire de petites investigations chez moi que je suis journaliste. Journaliste, informer, oui, et vérifier l'information, il y a les droits et les devoirs de journaliste qu'il faut suivre. Il y a des règles qui régissent le métier qu'il faut suivre également. Donc, quand on reçoit des choses sur Internet, il faut qu'on puisse faire la part des choses. Et nous-mêmes, en tant que journalistes, il faut qu'on se renforce. Qu'on lise les textes qui réglementent, notamment le code du numérique, qu'on s'informe sur les besoins de ceux qui sont sur Internet, comment est-ce qu'il faut transposer notre métier de journaliste sur Internet en répondant tout en respectant les règles du métier et en répondant aux besoins des personnes qui véritablement sont sur Internet et qui peuvent profiter de nos productions. Il faut renforcer les programmes parce que oui, on a des chaînes sur Internet désormais, même en étant traditionnel, on a des pages Facebook, des comptes YouTube et tout ça. Il faut apporter des programmes qui répondent aux besoins des personnes selon le canal qu'on utilise afin que nous puissions véritablement profiter du numérique pour faire également avancer le métier du journalisme. Je voudrais également ajouter que c'est peut-être l'occasion pour les médias de faire de l'éducation aux droits humains, parce que le code numérique existe, le code de l'information et de la communication également existe, la déontologie existe. Mais est-ce que les populations sont informées? Est-ce que les populations connaissent le contenu de ces instruments-là? Peut-être c'est l'occasion pour les médias de créer des programmes pour pouvoir diffuser, informer sur ces textes, pour que la population également puisse prendre conscience des règles qui existent et qui encadrent l'utilisation de l'Internet aujourd'hui au Bénin. Merci beaucoup. Nous allons recevoir Nafissatou Hassani sur le plateau. Alors, Nafissatou Hassani, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, le numérique et la liberté de la presse, vous vous situez où? Quand on parle de liberté de presse, beaucoup disent qu'il n'y a vraiment pas une liberté. Mais il y a quand même des organes qui essaient de se démarquer chaque jour que Dieu fait. Et aussi le numérique accompagne les médias. Même s'il y a un peu de désordre aujourd'hui,
où on ne sait plus si c'est les médias, il faut écouter, ou ce que nous apportent tous ces différents médias là sur les réseaux sociaux. Mais il faut juste savoir que quand c'est les médias qui le disent, c'est que c'est forcément, il y a forcément une petite vérité dedans. Donc, moi, je peux dire aujourd'hui qu'on peut parler de liberté de presse et que le numérique ne fait qu'accompagner cette liberté-là. Très bien. Et les avis de nos téléspectateurs? Nous allons commencer par un message anonyme. Bonjour le plateau, je pense pour ma part que oui, la liberté de presse continue d'être une réalité au Bénin. Quand on jette un regard sur les réalités d'autres pays, même si le pouvoir exécutif a toujours d'influence sur certains, la plupart jouissent quand même de cette liberté d'écrire et de dire ce qu'ils pensent. La preuve, les organes antigouvernementaux existent toujours. Antigouvernementaux. Il y a des organes antigouvernementaux. Si vous permettez, oui. Je voudrais dire un mot sur le fait qu'il y a des personnes qui étiquettent des journalistes comme des journalistes de l'opposition, comme des journalistes de la mouvance. Et c'est regrettable quand ça vient de nos confrères qui font la catégorisation. Dans le métier de journalisme, je ne vois pas où est-ce que c'est écrit que le journalisme rime avec une opposition ou une mouvance à tel ou tel parti politique. On est journaliste, ce qui nous caractérise, c'est, le mot m'échappe. L'impartialité. Merci, c'est l'impartialité. Merci pour le mot. Donc, un journaliste n'adhère à aucun parti politique, encore moins prendre de position. On devrait arrêter de le dire parce que ça ne fait pas bonne presse, ça ne nous avantage pas. Un journaliste n'est ni de l'opposition, ni de la mouvance, encore moins un média. Très bien. Je pense que il faut un peu relativiser les choses parce que le journaliste, je l'ai dit, c'est après tout un être humain, donc il a le droit d'être mouvancier ou opposant. Mais dans l'exercice de ses fonctions, il doit savoir faire la part des choses. Absolument. Le journaliste, même qui est peut-être membre d'un parti politique, a l'obligation, lorsqu'il publie une information, de prendre l'avis des deux parties. Ça, c'est une obligation. Vous allez m'en enseigner. Donc, en réalité, le journaliste peut avoir une couleur politique, mais doit faire l'effort de ne pas afficher cette couleur politique dans l'exercice de ses fonctions. Mais malheureusement, au Bénin et en Afrique de l'Ouest, surtout, nous avons des journalistes qui ne sont plus en réalité des journalistes, mais qui sont des activistes politiques où carrément on voit, où il y a même des organes de presse, où quand vous prenez des organes de presse, vous voyez leur parution, vous voyez que c'est rien que de la propagande politique pour tel camp ou pour tel autre camp. Mais vous voyez des organes politiques qui sont totalement des opposants, carré, vous voyez. Tout ce qu'ils publient, c'est que c'est de l'opposition, c'est pour critiquer le gouvernement. Et là, malheureusement, ça ne permet pas la liberté de presse dont on est en train de parler aujourd'hui. Bien, on poursuit. Nous allons continuer avec le message de Sarah. Non, je ne pense pas. Les choses ne se disent plus dans les moindres détails puisque tout le monde a peur de dire la vérité aujourd'hui. On nous dit qu'il y a la liberté d'expression au Bénin, mais au fond, c'est pas réel. Alors, elle a besoin de quels détails? Je voudrais bien savoir. Parce que je sais. Les choses ne se disent pas dans les détails, oui. Allons-y. Il y a Tembos qui nous dit de plus en plus, oui, il n'y a pas si longtemps, c'était une utopie. Maintenant, on peut espérer. On n'y est pas encore, mais on tend vers. Ce qu'il faut dire, c'est que le concept de liberté d'expression appelle celui de responsabilité des acteurs de la presse. Quand nous comprendrons cela, nous serons plus libres. Très bien. Je suis tout à fait d'accord avec les propos de Temos quand il appelle à la responsabilité. Oui, aujourd'hui, en tant que journaliste, nous avons notre responsabilité qui est engagée. Autant nous réclamons la liberté, qui est un droit, qui est notre droit et qui peut nous permettre de faire librement notre boulot, autant notre responsabilité est engagée. Il faut qu'on sache que ce qu'on publie va au-delà de nous et ça sert la population, ça sert tout le monde et il faut faire les choses en respectant la réglementation en vigueur dans l'exercice du métier. Nafisa?
Il y a Jules qui nous dit qu'on ne peut pas en tant que tel parler de la liberté d'expression parce que sur les réseaux sociaux, même quand on a les preuves, on ne peut pas préciser les noms et dénoncer les personnes, que beaucoup de gens sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont tout simplement parlé. Et quand les journalistes animent les émissions, ils ne donnent pas le temps aux gens de dire